la loi qui est en place depuis 2014, elle existe vraiment avec l'idée de faire disparaître l'industrie du sexe. Donc, elle redéfinit toutes les travailleuses du sexe comme des victimes d'exploitation. Donc, tous les clients, c'est des agresseurs. Et toutes les tierces parties avec qui on travaille, c'est des personnes qui nous exploitent également. Depuis quelques semaines, les travailleuses du sexe canadiennes ont accès à Gfender, une application qui les met confidentiellement en contact avec les clients. Le but, améliorer leur sécurité. Mais comment ça marche? Puis au fond, qu'est-ce que ça va prendre pour que le quotidien de ces travailleuses soit moins dangereux? J'en discute avec Mélissa Desrochers et Simon Leduc, 2 des 3 cofondateurs de l'application, et avec Sandra Wesley, directrice générale de chez Stella, organisme de soutien, d'information et de défense par et pour les travailleuses du sexe. Merci d'être ici. Mélissa et Simon, pouvez-vous d'abord m'expliquer qu'est-ce que c'est Gfender? Alors, Gfender, c'est une application qui vise à améliorer la sécurité des travailleuses du sexe. C'est un outil qui a été développé et conçu spécialement pour les travailleuses du sexe en les impliquant. Il y a une quarantaine de travailleuses qui ont été consultées lors du développement de l'application de 2014 à 2016. En fait, l'objectif, c'est vraiment de donner plus d'informations aux travailleuses du sexe sur les clients avant la rencontre pour qu'elles puissent mieux se préparer ou qu'elles puissent éviter les clients qui sont potentiellement difficiles ou dangereux. Puis concrètement, comment ça fonctionne quand on l'ouvre? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça dit? Concrètement, on a rassemblé des fonctions similaires à Tinder et des fonctions similaires à Airbnb. Donc, on mixe un peu une application de rencontre avec une économie de partage, si on veut. Donc, c'est vraiment de créer un système de communauté qui est basé sur la réputation et la confiance. Puis on évalue qui, le client ou la travailleuse? On évalue les deux. En fait, l'évaluation est des deux côtés. Une fois que la travailleuse et que le client se sont rencontrés, ils ont la possibilité de laisser des évaluations par étoile, 5 étoiles, qui est en fonction de l'hygiène, de la ponctualité et de l'expérience générale. Puis, ils ont la possibilité de laisser des commentaires et ces commentaires-là vont être modérés en fonction de lignes directrices qu'on va avoir établies, qui se veulent surtout de rester respectueuses, mais surtout d'éviter le partage d'informations personnelles et les commentaires haineux ou racistes. Et ce qu'on cherche au final, essentiellement, c'est d'avoir, mettons, une travailleuse du sexe reçoit plusieurs offres, qu'elle soit capable de filtrer. Présentement, essentiellement, ce cas-là, c'est des messages SMS, des numéros de téléphone, quelque chose comme ça. Donc, on offre un système de filtrage qui est un peu plus poussé que ce qui existe. Exactement. À la limite, on rassemble ce qui existe déjà pour essayer de le bonifier puis donner cette information-là au plus grand nombre. Mais ce qui existe déjà, c'est quoi, Sandra? En ce moment, qu'est-ce que les travailleurs du sexe utilisent justement pour veiller à leur sécurité? Donc, en termes de publicité, on utilise beaucoup de différentes plateformes. Souvent, les travailleurs du sexe veulent faire de la publicité sur un maximum de plateformes pour attirer un maximum de clients. J'imagine qu'il y a une communication entre travailleuses aussi. Oui, est-ce qu'il y a un absolument. réseau de solidarité? Oui, absolument. Donc, il y a, par exemple, nous, chez Stella, on publie à tous les mois une liste de mauvais clients et d'agresseurs. Donc, les femmes qui ont des mauvaises expériences vont nous rapporter l'information, on va le publier dans notre bulletin. Donc, c'est une des choses qui existent. Beaucoup de femmes qui travaillent soit en coopérative, soit en agence ou simplement qui ont des communautés de travailleurs du sexe qu'elles connaissent, que ce soit même à travers Twitter ou d'autres façons, vont communiquer entre elles. Donc, il y a certaines personnes qui vont avoir des systèmes là, très, très définis où elles vont demander de leurs clients des références de 2 ou 3 autres travailleuses du sexe. Donc, ça, c'est souvent des personnes qui ont les moyens de se permettre de faire ce genre de screening-là, puis qui ont des clients qui vont accepter aussi de faire ce processus-là. Mais la majorité vont trouver des clients qui sont Monsieur Tout-le-Monde, qui va aller sur Internet, qui va chercher escorte Montréal ou escorte Longueuil, et puis qui va appeler des numéros de téléphone ou envoyer des courriels. Donc, souvent, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Puis, tout le monde va avoir des différentes méthodes. Des agences d'escorte, par exemple, ont toute leur liste de bonnes et mauvaises adresses. Et puis, les travailleurs du sexe elles-mêmes, si on regarde le cellulaire de n'importe quel travailleur du sexe, elle va avoir des dizaines de numéros bloqués de personnes qui ne veulent plus recevoir des appels, par exemple. Donc, c'est vraiment très diversifié selon la façon que chaque personne travaille puis avec qui elle travaille. Mais dans tous les cas, il y a des lois. Les lois entourant le travail du sexe sont complexes là, pour les kidams comme moi, mais si je comprends bien, on n'a pas le droit de promouvoir la vente d'actes sexuels. Est-ce que je me trompe?
En effet, la loi qui est en place depuis 2014, elle existe vraiment avec l'idée de faire disparaître l'industrie du sexe. Donc, elle redéfinit toutes les travailleuses du sexe comme des victimes d'exploitation. Donc, tous les clients, c'est des agresseurs. Et toutes les tierces parties avec qui on travaille, c'est des personnes qui nous exploitent également. Donc, l'objectif, c'est vraiment de nous faire disparaître. Donc, quant à la publicité, il y a des dispositions dans la loi qui interdisent la publicité et il y a aussi d'autres dispositions qui permettent aux autorités de même faire enlever toute annonce de travail du sexe de l'Internet. Donc, c'est vraiment très clairement un acte criminel de faire de la publicité. Il y a une certaine immunité pour la personne qui vend ses propres services sexuels ou elle donc, ne peut la pas avoir... travailleuse. Exactement. Donc, elle ne peut pas avoir des charges criminelles, mais ça en demeure pas moins un acte criminel. Elle est simplement définie comme la victime de cet acte-là, même si c'est elle qui met l'annonce elle-même. OK. Donc, dans ce contexte-là, à quoi s'expose Gfender et ou ses clients, ses utilisatrices? Nous, en tant que tel, notre compréhension de la loi, en fait, on a été demandé un avis juridique d'un avocat réputé. Et un des éléments qui est central, c'est la création de contenu. Donc, il y a deux types de création de contenu en informatique. Le premier est celui qui touche la création de contenu propriétaire, comme Urbania présentement, une agence d'escorte. Donc, vous créez vous-même votre contenu. Et le deuxième type de contenu... Mais on n'a pas d'agence d'escorte. Non. Juste préciser. Parfait, c'est un exemple. Et il y a le type de contenu qui est généré par les utilisateurs, comme Twitter. OK. Et donc, la formulation de la loi, la définition de la publicité pour la prostitution, c'est tout type de médias, d'images, de textes qui est réalisé en français. Le verbe, c'est « made » en anglais. Et nous, on ne réalise aucune image, aucun texte. On ne fait pas en tant que tel de contenu. Et donc, on embarque à l'intérieur la définition d'une génération de contenu par utilisateur, la même chose que Twitter. Et il ne faut pas oublier qu'on parle de charge criminelle, donc il faut que ça soit prouvé hors de tout doute. Et on sait comment les procès dernièrement, comment que ça se passe. Donc, les possibilités qu'on soit poussé, on risque d'avoir des interactions avec les policiers, c'est certain. Mais par contre, le risque qu'on soit retenu coupable de ce élément-là nous est venu comme presque pour vous. Mais Sandra, est-ce que tu crois que ça peut fragiliser les communautés d'utilisateurs ou de travailleurs? Absolument. N'importe quelle charge reliée au travail du sexe, notre position, c'est qu'elle ne respecte pas le jugement Bedford, elle ne respecte pas la Constitution, elle viole nos droits humains. Donc, en effet, n'importe quelle personne dans l'industrie du sexe qui doit enfreindre des lois tous les jours dans son travail peut avoir l'idée que si elle se retrouve devant un juge, qu'elle va avoir un argument et qu'elle va gagner. Je comprends. Par contre, une fois qu'on arrive au tribunal, les torts sont déjà causés. Les personnes ont déjà eu des interactions avec les policiers. Les policiers ont déjà surveillé le contenu de ces sites-là, de n'importe quelle plateforme. Donc, les policiers, les genres de choses qu'ils vont faire, c'est aller mettre des annonces, par exemple, sur n'importe quelle plateforme. Comme s'ils étaient clients? Exactement. Soit comme s'ils sont clients, ou soit comme s'ils sont des travailleuses du sexe. OK. Donc, s'ils font semblant d'être des travailleuses du sexe, ils vont arrêter les clients, ils vont prendre des rendez-vous avec les clients, puis les arrêter quand ils arrivent à l'endroit où ils ont pris rendez-vous, parce que l'achat de services sexuels et même la communication dans le but d'acheter des services sexuels est un crime. Ensuite, s'ils se font passer pour des clients, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont souvent louer une chambre d'hôtel, ils vont prendre plein de rendez-vous avec des travailleuses du sexe et lorsqu'elles arrivent une après l'autre, eh bien, ils vont contrôler leurs papiers d'identité, les fouiller. Bon, si elles ont un mandat, ils vont les arrêter. Si elles ne sont pas résidentes permanentes, ils vont les déporter parce qu'une travailleuse du sexe au Canada qui n'est pas résidente permanente est automatiquement déportée, peu importe son statut. Ils vont la documenter, l'afficher, peut-être l'enquêter aussi sa famille, etc. Puis ils vont s'asseoir avec elle et essayer de la convaincre d'arrêter de travailler, la questionner sur est-ce qu'elle est forcée, est-ce que... donc toutes sortes de choses comme ça. Donc c'est... Ce qui est possible aussi, elle pourrait... c'est possible, c'est des choses qui arrivent dans l'industrie, mais ça arrive à cause de la criminalisation. Puis une interaction comme ça avec un policier, la réaction en tant que travailleuse du sexe, quand on vit ces choses-là, c'est extrêmement traumatisant et ça fait en sorte qu'après, nos dispositifs de sécurité, on va les laisser tomber, puis on va trouver des moyens de travailler encore plus dans l'isolation pour éviter d'autres contacts comme ça. Puis même pour une femme qui serait dans une situation où elle est forcée ou si elle n'est pas bien dans sa situation, c'est pas une interaction comme ça qui va l'aider. Au contraire, le message que ça lui lance, c'est que les policiers sont
information-là contre elle. Et non pas pour la protéger. Exactement. Donc, c'est très, très négatif. Donc ça, même s'il n'y a pas de charge criminelle, il n'y a pas de personne qui a été trouvée coupable de quoi que ce soit, l'impact, il est là déjà. Puis pour les travailleuses du sexe aussi, quand on est fiché comme travailleuse du sexe, à plein de niveaux, que ce soit, il y a toutes sortes de façons que les autorités américaines vont chercher cette information-là pour nous ficher. Puis, on est banni à ce moment-là de rentrer aux États-Unis. Donc, nous, on a ça tous les jours, des travailleuses du sexe qui essaient de voyager. Elles arrivent à la frontière et puis elles ont été cataloguées quelque part, que ce soit à cause de la reconnaissance faciale d'une photo qu'elles ont mis quelque part, parce qu'elles sont sur les réseaux sociaux et qu'elles ont été reconnues, parce qu'ils vont fouiller dans son téléphone et trouver des choses comme ça. Donc, une travailleuse du sexe qui arriverait à la frontière et qui aurait cette application-là sur son téléphone, elle serait bannie généralement pour 10 ans des États-Unis. Donc, ça, c'est toutes des conséquences qui arrivent avant qu'il y ait une condamnation, avant qu'il y ait une arrestation. Donc, c'est des choses que les femmes s'exposent. Donc, c'est ça la question de lorsqu'on parle de se protéger puis d'avoir des plateformes qui nous protègent, c'est comment est-ce que ces plateformes-là vont faire en sorte que des policiers ne seront pas en mesure de créer des comptes. Et c'est impossible de faire ça sans aussi demander des pièces d'identité ou d'autres informations des personnes qui l'utilisent. Et dès qu'on fait ça, eh bien, on place en danger les clients et les travailleuses de l'autre côté. Exactement. Fait que ce dilemme-là, qu'est-ce que vous faites avec? En fait, je pense qu'il y a deux éléments. Oui, c'est vrai que les policiers pourraient utiliser l'application. On est conscient de ça. Par contre, je pense que les policiers utilisent déjà différentes stratégies justement pour conduire ce type d'enquête-là, d'opérations policières. Ils vont déjà surveiller les petites annonces, ils vont déjà booker des rendez-vous avec les travailleuses. Nous, on pense quand même qu'une application comme ça, on a paramétré certains éléments justement pour essayer d'éviter que le travail forcé soit là, qu'il y ait de la prostitution juvénile pour essayer de contrôler. On ne peut pas tout contrôler, mais on a fait quand même nos devoirs pour essayer de limiter ça. En fait, nous, on ne garde aucune donnée personnelle. Ça, c'est important de le dire parce que adonnant que les policiers soient sur l'application, ils veulent obtenir des choses. Nous, on n'a rien à leur donner. Tout est encrypté. On ne garde aucune donnée. Tout est encrypté. Et on a même encrypté les choses par rapport à nous-mêmes. À nous-mêmes. Nous-mêmes, on n'a pas accès. On ne peut pas savoir c'est quoi le numéro de téléphone de tel utilisateur ou l'adresse de courriel de tel utilisateur. Fait que c'est vraiment créé comme ça pour que ça soit anonyme. L'anonymité va jusqu'où la travailleuse ou le client veut rester anonyme. Si la travailleuse décide de poster une photo, de mettre une photo de son visage, on s'entend qu'on n'est pas responsable. Nous, on a mis des messages pour dire « Vous êtes responsable des médias que vous mettez. Soyez conscient qu'il y a des gens qui peuvent faire des captures d'écran. » Mais en même temps, les filles le font déjà, que ce soit sur les petites annonces, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook. Nous, on pense que d'avoir un lien vers la plateforme, déjà, c'est un peu plus anonyme. Il n'y a pas des photos de ta famille, il y a pas on peut pas nécessairement trouver où tu habites ou des photos de tes enfants. Fait qu'on pense que c'est un niveau de sécurité supplémentaire. Puis, l'utilisation... En fait, les plateformes qui existent en ce moment, si on prend les petites annonces, les petites annonces n'offrent aucun moyen supplémentaire de sécurité. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment rassembler les différentes fonctions ou les différents mécanismes qui existent, puis essayer de les amener ensemble pour rendre le travail du sexe de manière générale un peu plus sécuritaire. C'est sûr qu'on ne sera jamais un outil 100% sécuritaire, on est conscient de ça. Ouais. On pense quand même que ça peut aider. On pense que ces informations-là peuvent être partagées sur la plateforme et être accessibles à un plus grand nombre. Il y a beaucoup de travailleuses qui travaillent de façon occasionnelle, qui ne sont pas nécessairement toujours organisées. Il y en a beaucoup qui le sont, puis c'est correct aussi, qui ont des sites web, qui travaillent, qui consultent des organismes comme Stella ou d'autres organismes à travers le Canada. Il y en a beaucoup qui publient des listes de mauvais clients. Nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer de créer une liste de bons clients. Oui. Lorsqu'on parle de sécurité, c'est sûr qu'une des choses particulièrement importantes, c'est que s'il y a, que ce soit une application ou une agence ou peu importe, une tierce partie, une compagnie qui travaille dans l'industrie qui dit aux femmes dans l'industrie puis aux clients que ce qu'ils font est légal ou que ce qu'ils font ne sera pas ciblé par la police, c'est ça qui crée aussi beaucoup de risques potentiels. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Il n'y a personne généralement dans l'industrie qui fait ça. Tout le monde utilise ses propres stratégies, tout le monde consulte leurs propres avocats, tout le monde essaie d'avoir une stratégie en cas de contact avec les policiers, mais il n'y a personne dans l'industrie qui peut parler de travailler légalement parce qu'on a une loi qui explicitement cherche à faire disparaître le travail du sexe. Donc il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là, là, au terme de est-ce que c'est légal ou pas. C'est complètement à 100% illégal, là, ça c'est certain. Donc, au-delà des outils ou de la centralisation des informations, qu'est-ce qu'il faudrait pour veiller à la sécurité des travailleuses du sexe? Une décriminalisation? Ben oui.
Ouais. Oui, absolument. C'est sûr que la décriminalisation, c'est la première étape absolument essentielle. C'est quelque chose qui est supporté par tous les groupes par et pour les travailleuses du sexe. On en a beaucoup au Canada. On a une alliance canadienne, l'Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe. Il faut aussi travailler sur la stigmatisation du travail du sexe parce que c'est une autre façon que nous sommes plus vulnérables parce que le stigma permet à des personnes de nous exploiter, permet d'avoir... Tant qu'on a une crainte d'être outée comme travailleuse du sexe et qu'il va y avoir des conséquences sociales, criminelles ou autres, c'est quelque chose qui nous met en danger. Donc, vraiment, la décriminalisation comme première étape, mais ce n'est pas la seule solution non plus. Il y a beaucoup de travail à faire là, à plusieurs niveaux. Dans le jugement aussi. Exactement. Donc, c'est vraiment la première étape. Puis, on a gagné à la Cour suprême en 2013. Normalement, on devrait avoir une décriminalisation au Canada. Donc, on attend avec beaucoup d'impatience que le gouvernement actuel, qui avait voté contre ces lois-là à l'époque, fasse quelque chose puis abroge ces lois-là. Nous, on pense qu'il faut quand même, il y a un travail social à faire. On pense que la répression, c'est pas nécessairement la bonne façon de dealer avec des enjeux sociaux, que c'est préférable justement de mettre en place des systèmes qui protègent les personnes au lieu de les tasser. Ces femmes et ces hommes-là ont droit à des protections aussi. Ce sont des êtres humains. Ouais. Ils ont le droit de travailler dans des conditions qui sont acceptables et ils ont le droit d'être protégés. Fait que nous, c'est sûr qu'on encourage les organismes comme chez Stella à continuer leur lutte vers la décriminalisation. C'est fascinant de voir les outils qui se déploient, puis c'est important de se rappeler les changements de loi qu'on attend liés au travail du sexe. Je pense qu'il reste encore bien de la discussion à avoir, mais on devra faire une partie 2 de ce sans-fil. Merci infiniment à vous trois. Merci. On visite le chestella.org ou le gfender.ca pour avoir plus de renseignements sur vos organisations respectives. Et on se souhaite encore beaucoup de communication. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.